Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis 1990, le Bénin s'est engagé dans une expérience démocratique qui, vaille que vaille, fait son bonhomme de chemin, avec des avancées désormais indéniables. Cependant, l'un des talents d'Achille de ce processus est le dévoiement de cette démocratie qui est devenue prisonnière de corruption et de malversation financière. Mercredi politique de ce 5 juin 2019 a pour thème la corruption et les malversations dans l'administration béninoise. Le problème est-il endémique? Alors, pour débattre de ce thème, j'ai ici dans ce studio Antoine Adoukonou. Vous êtes acteur politique, Antoine Adoukonou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il est également ici fiscaliste. On l'appelle Rodrigue Raoul Rustico. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonjour, amis d'auditeurs. Voilà. Tout de suite, la première question, je l'adresse à vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par corruption? Alors, merci beaucoup. Quand on parle de la corruption, il faut comprendre que c'est d'abord un mal. Et ce mal-là se traduit par le fait que vous réclamez quelque chose à quelqu'un en contrepartie d'un service que la personne est prête pour rendre. Et donc, de façon ramassée, c'est ce qu'on peut définir, ce qu'on peut dire comme définition de la corruption. Alors, c'est vrai que la corruption, c'est un mal très têtu, c'est difficile d'agir directement sur elle parce qu'elle regorge assez de paramètres. Assez de paramètres dont je crois que ce plateau nous permettra quand même d'aborder de fond en comble ces différents paramètres-là. Voilà. Ok. On ne va pas s'éterniser à faire un lexique sur le mot corruption, mais la corruption, c'est vrai qu'elle se pratique, elle est multiforme aujourd'hui sur plusieurs manières. Qu'est-ce que vous en savez déjà? Non, je sais ce que tout le monde sait. Nous savons que ce mot, c'est le leitmotiv de tous les gouvernants. Quand ils arrivent au pouvoir, il faut lutter contre la corruption. Depuis Soglo, il faut rendre gorge. En passant par Yaïbouni, la marche verte. Et aujourd'hui, nous sommes avec le président Patrice Talon qui en fait son cheval de bataille. Donc, et il semble que ce mal, c'est un mal qui est récurrent à la société humaine. Et elle devient endémique lorsque on ne prend pas les dispositions requises en la matière pour endiguer le mal. Donc nous y voilà, et avec les exemples que nous avons à travers les dernières publications au Conseil des ministres, nous nous posons la question de savoir si, sous la rupture, malgré tout ce qu'on met comme arsenal juridique pour encadrer le mal, on y est encore là. Voilà. Ok. Alors, c'est vrai que c'est devenu un épiphénomène, la corruption, ça ne date pas de ce régime, c'est un phénomène qui a la peau dure, comme on le dit. Alors, pourquoi cette persistance du phénomène? Ah, écoutez, vous savez, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, hein, quand les hommes politiques, les chefs d'État viennent au pouvoir, ils disent qu'on veut lutter contre la corruption. Non, je crois que c'est un abus de langage quand on dit de lutter contre la corruption. On veut réduire la corruption, mais on ne peut pas éradiquer la corruption. Ok. Vous voyez? Vous pensez que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Okay. Tout simplement parce que aucun système au monde entier ne soit vraiment aussi efficace de manière à ce que vous ne donnez pas la chance à votre adversaire de percer votre système. Aucun système. Donc, c'est pour vous dire quoi? On peut mettre en place un mécanisme pour réduire considérablement, d'accord, la corruption. Mais l'éradiquer, c'est pas évident. D'accord, c'est pas évident. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, la corruption c'est un risque. On ne peut pas l'éradiquer parce que nous vivons tout le temps, nous vivons tous les jours que Dieu fait avec des activités. Et puis bon, je peux même vous dire que la corruption apparaît aujourd'hui comme un acte beaucoup plus humain. Les gens, quand le gars n'est pas en situation de corruption, il n'est pas d'accord parce que c'est devenu un mal nécessaire et sans quoi beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. L'un dans l'autre, je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes encore à ce niveau-là, oui, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore des institutions solides. Il faut qu'on ait d'abord des institutions solides, très fortes, très transparentes. Parce que vous savez, quand on parle de la corruption, on vient de la définir de façon terre à terre, mais lorsque vous mettez en place des procédures qui
donne, qui ouvre des boîtes à Pandore à des gens, c'est normal qu'ils parviennent naturellement à frauder. Oui. Donc, vous voyez, ça peut vous dire quoi que si on parvient à assainir tout simplement les procédures, d'accord, au niveau des organisations, au niveau des institutions, notamment les réformes politiques, il faut saluer le gouvernement. Ça semble être déjà les solutions. Voilà. On en viendra. Mais qu'est-ce qui fait que le problème est persistant depuis toutes les générations? Oui, le problème est persistant parce que il y a eu durant tout le temps l'absence de la volonté politique. La politique devrait normalement être le socle, la boussole déterminante, d'accord, du fait qu'il faut décider d'éradiquer, tout du moins réduire considérablement la corruption. Lorsque un individu détourne les ressources publiques et qu'on ne sanctionne pas, et parce qu'il aurait supporté le chef de l'État et on ne l'a pas sanctionné, par exemple, mais ça encourage encore la corruption. Et lorsque la politique décide aujourd'hui de dire « je mets terme à cela, je dévoile le nom des gens, même si vous m'avez supporté ou pas », et là, vous allez voir que cela va toucher un peu la conscience des gens. Et du fait de ne pas, par le passé, sanctionner sévèrement et durement, et de rentrer en possession de ces ressources dilapidées, c'est ça naturellement qui a fait que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de courir à gauche à droite et nous ne parvenons pas du tout à joindre debout. Et donc, il faut reconnaître que nous avons encore beaucoup de choses à faire en la matière. Nous ne sommes pas encore à la fin de notre calvaire. Il faut tout simplement que la volonté politique... Je vous reviens tout de suite. Alors, Monsieur Adoukonou, la question, elle est précise. Pourquoi est-ce que le problème est-il persistant? Le problème est persistant à cause de plusieurs facteurs. Oui, lesquels? Le premier facteur, c'est lié à la nature du système même. Parce que lorsque nous parlons de la corruption, précisément dans l'administration publique, cela suppose que on met des gens qui gouvernent. Oui. C'est des hommes qui gouvernent. Oui. Et les hommes, par nature, sont corrompus. Et c'est là que vous semblez unanime sur le fait que c'est le dispositif, alors que c'est beaucoup plus les hommes. J'en viens. Vous allez voir, oui, dans tout système de gestion, on met toujours des contrôles, voilà, a priori et a posteriori. Pourquoi? Parce qu'on est bien conscient qu'il y a une asymétrie d'information entre celui qui gère et en fait celui qui confie la gestion. Celui qui gère, il a plus d'informations sur ce qu'il fait que celui qui confie. Et c'est pourquoi celui qui confie, il met des mécanismes, oui, en amont pour pouvoir essayer de s'assurer un peu de la fiabilité de l'information, financière surtout, mais en amont, il vient contrôler encore. Ça veut dire que le système même sait que, compte tenu de cette asymétrie d'information entre ceux qui gèrent et ceux qui ont mis les ressources à gérer, il doit avoir nécessairement des hicks après la gestion. Ça, c'est le système même qui, par nature, elle est comme ça. Mais le deuxième élément, c'est que il y a que nous manquons de volonté politique parce que pour freiner le mal, il faut prendre des dispositions en amont. Et vous savez par exemple que l'instauration d'une cour des comptes qui est instaurée dans l'UEMOA depuis un bon moment et que beaucoup d'États en ont créé, que le Bénin n'a pas encore sa cour des comptes compte tenu des problèmes. C'est pour bientôt. Non, mais vous savez, c'est pour bientôt, il faut réviser la Constitution. Et vous savez que si on veut toucher la Constitution, les gens pensent que c'est pour s'éterniser au pouvoir. Et les politiques, surtout lorsque nous avons une Assemblée nationale sur laquelle les gens redoutent, si on dit qu'il faut réviser la Constitution maintenant, les gens ne vont plus voir ce qu'on veut faire de sérieux, mais les politiques, surtout l'opposition
va s'en approprier pour dire oui, c'est son parlement. Bon, vous voyez. Et quand on fait ça, on n'est pas en train de sécuriser en amont le système. Oui. Il n'y a que la question politique qui doit être réglée parce que, vous savez, lorsque je prends par exemple le principe sacro-saint de la gestion financière qui consiste en la séparation de l'ordonnateur et du comptable par exemple. Lorsque l'ordonnateur est un homme politique qui n'est pas un technicien, il est un homme politique, il est nommé directeur général, au regard de la loi, il doit procéder à l'ordonnancement des dépenses, et que le comptable qui est un technicien qui est là, lui dicte la voie à suivre. Oui. Et que le pouvoir politique n'est pas dans ce schéma, on peut sauter le comptable. Donc le comptable peut se voir obligé des fois de faire le jeu de cet ordonnateur. Donc il n'y a que la volonté politique qui doit tout accompagner pour qu'on puisse freiner le mal, pas l'éradiquer. Comme on le dit, lutter contre la corruption ne peut jamais signifier éradiquer le mal. Mais on peut prendre des mesures. Surtout, on peut, il faut que les contrôles a posteriori se fassent régulièrement et que les sanctions disciplinaires, juridiques suivent pour que l'impunité n'étale pas le lit à la corruption. Oui, mais justement, vous revenez, il y a le système, vous parlez du système et de la question politique, mais je crois qu'il y a un système bien disposé et que la volonté politique y est, parce que déjà, quand on voit jusqu'à la prise du pouvoir, il y a eu des sanctions à la SONACOP, la SONEB, ainsi de suite, les gens ont été sanctionnés. Est-ce que ce n'est pas déjà une volonté politique ? Oui, c'est une volonté politique. On ne peut pas dire que ce n'est pas la volonté politique, c'est une volonté politique. Oui. Parce que il y a eu quand même des sanctions qu'on n'a jamais vues dans ce pays. Et avec le régime actuel, on a vécu ça. Des sanctions sans parti pris. Ah oui, bien sûr. Il y a même des gens qui ont supporté le régime en place, mais qui ont été sanctionnés. Oui. C'est pour vous dire quoi? Que ce n'est qu'à travers des actes forts comme ça qu'on peut décourager d'autres personnes qui sont encore dans les ténèbres. Mais lorsqu'on ne pose pas des actes forts, on ne pourra pas les décourager. Et donc aujourd'hui, l'absence de volonté politique ne peut que encourager encore la corruption. Donc, c'est le lieu quand même de rendre hommage à ce gouvernement qui fait quand même l'effort de dénicher quand même un certain nombre d'acteurs, d'accord, puisque moi je les appelle souvent des acteurs qui freinent le développement, parce que les corrupteurs, c'est eux qui freinent le développement, parce que celui-là qui joue à ce jeu, comprenez avec moi que l'argent qu'il prend naturellement, il ne paie pas des impôts sur ça, et donc nous, on est là pour pouvoir le traiter tout simplement de fraudeur fiscal, parce que ces ressources-là, ils ne sont pas taxées. Donc c'est pour vous dire que lorsque l'État décide de mettre en place un dispositif, l'individu, c'est l'homme, d'accord, qui entretient le dispositif mis en place. Autrement dit, le dispositif de contrôle interne qui est mis en place. Mais la plupart du temps, à près de 99%, lorsque vous mettez en place un dispositif, l'individu réfléchit autrement. Comment faire alors pour trouver les failles de votre dispositif et percer votre dispositif? Conséquence, il vous attend au carrefour. Il essaye quand même de trouver des solutions, d'accord, inappropriées pour pouvoir percer votre dispositif et frauder. D'où la corruption. C'est pour vous dire quoi? Quel que soit le dispositif que vous mettez en place, quelles que soient les mesures de sécurité que vous mettez en place, vous ne pouvez jamais sécuriser votre patrimoine à 100%. Néanmoins, vous pouvez réduire considérablement, d'accord, les conséquences fâcheuses qu'on devrait avoir sur la gestion de votre patrimoine. Oui. Et c'est ça, en fait, le problème. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que c'est un problème de gouvernance, en réalité. Le dispositif est mis en place. On a rien réfléchi par rapport à ça. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de gouvernance, on corrige en même temps le dispositif. Parce qu'on a découvert déjà les failles dans le dispositif et on corrige en même temps, on fait la régularisation du dispositif pour encore fermer ce trou-là. Et une fois que le trou est fermé, un autre trou se crée. Par qui? Par les humains. C'est toujours les humains qui créent les trous au niveau du dispositif. C'est pour vous dire quoi? Il faut un réarmement mental.
Il faut que l'individu se rassure que j'ai une responsabilité. Vous avez vient de parler du principe de l'ordonnateur et de l'agent comptable. C'est un principe qui me dérange jusqu'à la date d'aujourd'hui. Du moment où, même aujourd'hui, l'ordonnateur, c'est un homme politique, mais l'autre, il a été nommé par décret en Conseil des ministres, mais lui, il est le responsable, d'accord, des deniers publics, oui. Et c'est lui qui répond, d'accord, tout de suite, immédiatement. Mais l'ordonnateur, lui, c'est la volonté politique qui le gouverne. C'est pour vous dire quoi, nous avons encore des réformes à faire, parce que... le comptable, lui, il est technicien. C'est un technicien, lui, c'est son job, il a appris cela. Oui. Mais de l'autre côté, on peut basader n'importe qui comme étant DG, parce qu'il y a eu des relations politiques. Et là, également, ça pose un problème parce que cela ne fait qu'encourager la corruption. Cela ne fait qu'étaler le lien à la corruption. Parce que, en termes de mesures également, on a dit il faut rendre la fonction publique professionnelle. C'est important. On ne peut pas mettre, un tailleur à la place d'un soudeur. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce que nous vivons souvent. Oui, mais sous le régime actuel, cela n'est pas... ça ne se vit pas. Ah, mais écoutez, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes rentré dans toutes les administrations béninoises. Il peut y en avoir, je ne sais jamais, il peut y en avoir. Mais bon, je n'ai pas de preuves sur moi pour pouvoir le dire. Mais ce qui est clair, net, c'est qu'il faut professionnaliser. Il faut rendre beaucoup plus professionnel l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous comparez le fonctionnement du privé à celui du public, vous voyez une nette différence. Au niveau du privé, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas à un poste de responsabilité. Mais de l'autre côté, vous allez voir le monsieur, il vient, il dit, bon, s'il travaille ou pas, à la fin du mois, déjà la date du 20, il attend quand même le virement de son salaire. Vous voyez que là, il y a la passivité qui est développée. Oui. De l'autre côté, c'est le contraire. Vous voyez, donc, l'un dans l'autre, il faut que le Béninois, l'Africain se dise, ça c'est ma chose, il faut quand même que ce pouvoir qu'on m'a délégué, que je puisse bien gérer cela et rendre compte. Et donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est une question de conscience, une question de morale également, après tout, et une question d'éducation surtout. Voilà, une question de conscience, de morale et d'éducation. On en viendra sur cet aspect-là. Alors, pour parler toujours des efforts du gouvernement, pour que, d'accord, les acteurs du service public ne soient pas tentés, je crois que dans la passation des marchés, on a vu que cela a été centralisé. C'est justement pour éviter la corruption. Vous ne trouvez pas que c'est un pas considérable? Non, c'est un pas très considérable, mais il faut dire que le contrôle interne, qui est l'ensemble des pratiques mises en place pour sécuriser les transactions, les opérations, n'est qu'une hypothèse. Hein, parce que lorsqu'on met en place le contrôle interne, et que les éléments qui constituent ce maillon-là finissent par s'entendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contrôle. Le contrôle interne prend un coup. Dans une administration, il faut bien s'entendre, non? Non, le problème, c'est quoi? Quand ce que je dis, un exemple de contrôle interne pour les naïfs, c'est que on met quelqu'un à la porte de ETélé et on dit, si quelqu'un vient à telle heure, vous l'écrivez. D'accord? Comme vous avez un cahier là, d'accord? Et quelqu'un n'est pas censé venir après 8 heures au service. Pour faire le contrôle, le DG, il met un cahier. Chaque fois que quelqu'un vient, il écrit son nom. Là, il a mis un dispositif pour contrôler l'arrivée des gens. Et en quoi ça touche la corruption? Non, je vous montre comment les choses se passent pour que malgré qu'on met des dispositifs, on se retrouve face à la corruption. Voilà. Lorsque quelqu'un vient à 8 heures, par exemple, à 8 heures moins 2, et il sait que il a ses amis derrière, et si lui marque 8 heures, celui qui vient est obligé de marquer 8 heures 1, en tout cas après 8 heures. Bon, son vis-à-vis l'appelle pour dire, ah, je suis encore derrière. Donc, celui qui a précédé, celui-là peut-être est venu à 7 heures. Mon ami met 7h15. Il est là à 8 heures, hein, mais il écrit 7h15 pour permettre que celui qui est derrière là. Donc, quand vous allez finir par vous entendre, vous allez toujours faire en sorte que vous tous vous rangez dans la marge, la borne de 8 heures. Alors que des gens peuvent venir à 10 heures. Mais comme personne n'a mis, tout le monde met 7 heures, 7 heures, 7 heures là. Celui qui vient là, il peut trouver la place pour mettre 7 heures. Vous voyez? Donc on a mis un dispositif pour contrôler.
Mais comme les individus même n'ont pas la volonté de s'exécuter, ils trouvent des moyens pour faire échouer le contrôle interne. C'est pourquoi on met le dispositif, mais on met un contrôle a posteriori. Peut-être que en dehors des agents, on peut faire des contrôles de surprise. Quelqu'un vient écrire son nom et on apparaît pour voir l'heure il est arrivé et ce qu'il a écrit. Et quand on commence par faire ça là, vous pouvez avoir peur. Donc c'est pour dire que ce n'est pas facile. C'est pourquoi les gouvernants essaient toujours de trouver des mécanismes, mais je dois dire que le peuple même n'accompagne pas le processus. N'accompagne pas le processus parce que vous voyez aujourd'hui, tout le monde dit que le pays est dur. Le pays est dur. Le pays est dur comment? Il faut faire le diagnostic. Si vous êtes dans le schéma de la corruption, parce que l'argent de la corruption est recyclé. Il faut comprendre, c'est recyclé. Comment? Oui, c'est-à-dire que, bon, je prends par exemple un douanier qui trouve facilement l'argent, mais s'il trouve l'argent, il va construire des étages. Pour construire des étages, il y a la main-d'œuvre. Tout le monde va trouver dedans. Okay. Donc, en bloquant la corruption du côté de ce douanier, c'est sûr que toute la chaîne va en prendre un coup. Et la chaîne qui prend le coup ne voit pas le pays. Il voit l'individu lui-même, il crie dit que ça chauffe. Donc, le peuple même qui demande qu'on lutte contre la corruption a des comportements qui soient de nature à encourager la corruption. Les actes de corruption. Donc, il ne faut pas... C'est-à-dire que les gouvernants tirent leur force, la souveraineté du peuple. Si le peuple n'accompagne pas, vous avez vu le président Yahi Boni a fait la marche verte. Mais vous avez vu les résultats, non? Quelque part, c'est sa faute. Oui. Mais d'autre part, c'est que le peuple même est d'accord qu'il faut que l'argent vienne de gauche à droite pour que les gens vivent. Bon, on ne peut trouver l'argent que dans la cagnotte qui est dans le pays. C'est ça le problème. Donc il faut voir aussi comment... c'est pourquoi nous, au niveau des acteurs politiques, nous disons qu'il faut réformer le système partisan. Et quand nous le disons... C'est déjà fait. Non, mais c'est déjà fait, mais ceux qui... Les détracteurs de vous savez tout le choc que cette réforme est en train de prendre. On va revenir sur ce volet-là. Alors, M. Adoukonou, tout à l'heure, semble affirmer que la corruption se fait par copinage en série, s'il faut ainsi le dire. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez la même lecture? Bien sûr, j'ai exactement la même lecture que lui. Du moment où, quand on parle du contrôle interne, ce dispositif-là, tout le monde y contribue. C'est ça. Vous voyez, d'abord, on ne peut pas prendre, c'est pas une organisation et avoir quelqu'un qui s'occupe du contrôle interne. C'est tout le monde qui maintient le dispositif du contrôle interne. Vous voyez que la faille viendra naturellement de la chaîne. Voilà. Des acteurs, d'accord, qui animent le contrôle interne. La plupart du temps, ils s'entendent. Ils s'entendent. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ils ne peuvent pas, d'accord, mettre en état de dysfonctionnement le dispositif s'ils ne s'entendent pas. La plupart du temps, c'est comme ça. D'accord, après 90%, c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, quand on découvre que les acteurs s'entendent pour rendre beaucoup plus fragile le dispositif, on réfléchit autrement. Et là où il y a de la matière grise, c'est qu'il faut anticiper. Il faut beaucoup plus anticiper sur beaucoup de choses. Avant l'anticipation, vous voyez, même les ministères ont un compte rendu périodique. Oui. C'est déjà un système fiable, si on peut le dire. Par le passé, il n'y avait pas cela. Maintenant,
vous pensez que ce système n'est pas opérationnel, que proposez-vous? Non, écoutez, je vous ai dit, il n'y a pas un système qui soit vraiment fiable à 100%. Un système qui soit vraiment incontournable, incontestable. Vous pouvez même aller aux États-Unis, faire descendre les experts du monde entier, ils vont vous mettre en place un dispositif. Le bon béninois là va encore continuer le même dispositif. Oui. Donc c'est pour vous dire quoi? Que c'est une question d'abord d'éducation, de morale, d'accord, de réarmement mental. Il faut faire comprendre à l'individu. Ce n'est pas ça. Et vous savez, certes, le gouvernement actuel a réformé beaucoup de choses. Moi, je connaissais des gens qui n'allaient pas en mission, mais qui imaginaient des États. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, parce que si tu ne vas pas en mission, écoute, toi-même, tu ne peux même plus oser, alors imagine un État. C'est déjà bien. Ça veut dire quoi? On a mis en place des réformes pour toucher la conscience, d'accord, de l'individu. C'est ça qu'il faut, en fait. Parce que ce n'est pas que nous n'avons pas les tests. Nous avons les tests. Nous n'avons pas des problèmes de tests. Non. Nous avons des problèmes des hommes. C'est les hommes, c'est les têtes qui ne réfléchissent pas comme il faut. Et du coup, on se dit, mais à chaque fois qu'on met quelqu'un à un poste, c'est comment faire pour détourner quel est son problème. Si c'est comme ça, mais on ne peut pas arriver au développement. La corruption, je vous assure, ça freine le développement. Donc aujourd'hui, le gouvernement est obligé de mettre en place un dispositif plus ou moins fiable et de tester à chaque fois le dispositif et de corriger à chaque fois le dispositif et d'anticiper sur le dispositif. Parce que, vous savez, c'est comme un voleur. Vous mettez en place n'importe quel type de sécurité, le voleur a même l'audace de vous écrire, vous dit je te rendrai visite tel jour. Vous imaginez, mais il est audacieux, malgré votre dispositif mis en place, il vous a écrit, il vous rendra des visites tel jour. Ça veut dire qu'il sait comment contourner ce dispositif-là. Donc c'est pour dire quoi? Il n'y a pas, et il n'y en aura jamais, d'accord, sur la planète Terre, un dispositif de contrôle interne qui puisse sécuriser tout le monde. Vous voyez, si déjà à l'entrée de la télévision, on peut déjà corrompre l'agent qui est à la guérite, vous comprenez déjà que ça commence par monter déjà. Le dispositif de contrôle interne est déjà biaisé. Donc, si on met en place ici, le dispositif est au beau fixe. Non, c'est bel et bien, parce que tout à l'heure, quand il était venu, j'ai vu quand même qu'il y avait quand même les formalités qu'il fallait remplir, et c'est une bonne chose. L'idéal, c'est que cela perdure. Et l'idéal, c'est que les gens ne s'entendent pas pour dire, bon, moi, je peux déroger rapidement à ça, on peut faire ça rapidement, pas de dérogation. C'est la gestion, pas de dérogation, qui nous entraîne naturellement dans la corruption. Parce que quand tu déroges aujourd'hui, c'est clair net que demain, l'autre aussi fera pareil. Et ça sert de jurisprudence. On se dit, ah, c'est celui qui a fait ça la dernière fois, moi-même je reprends. Je pense que la corruption, c'est un mal très têtu. Il faut faire beaucoup attention avec ça, parce que c'est très important. Oui, il faut faire beaucoup attention, c'est pourquoi je reste toujours avec vous, je vous laisse la parole. Alors, il faut un réarmement mental. Oui. Et quand on fait le constat, ceux-là qui se livrent à ces actes ne sont pas des analphabètes, ce sont des cadres de l'administration, des personnes averties. Alors, le réarmement mental doit commencer où? Vous savez, le réarmement mental commence naturellement. Vous savez que j'ai dit sur un plateau la dernière fois que si moi j'avais la capacité de changer... Justement, pour plus d'efficacité, ça doit commencer. D'accord. Si j'avais la capacité de changer tout le sang d'un Béninois, on le ferait. Parce que c'est dans le sang, en fait. C'est dans le sang, ce que nous disons. C'est dans le sang du Béninois. Le réarmement mental, c'est de toucher la conscience de l'individu. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Un responsable de ministère qui n'allait pas en mission, qui imaginait. Mais aujourd'hui, vu les réformes mises en place, mais il a décliné en même temps de signer, d'accord, des États, s'il n'est pas allé en mission. C'est déjà ça, le réarmement mental. Il faut qu'on touche la sensibilité de l'individu, le cœur de l'individu. Faire comprendre à l'individu que ce n'est pas, en fait, un bien de l'État, c'est le bien du contribuable. C'est le contribuable qui a cotisé à base de la création de la richesse et on met ça à votre disposition et vous dilapidez cela. Et ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter cela. C'est pour vous dire quoi? Oui. Le réarmement mental, c'est comment faire pour toucher la conscience de celui qui gère, d'accord, les fonds publics. Ce n'est pas forcément se transformer en gendarme derrière les gens, mais il faut travailler avec les gens. Il faut faire comprendre que votre niveau de responsabilité est très élevé. N'amusez pas avec, ne vous amusez pas du moins avec votre avenir, parce que n'oubliez pas, l'argent de l'État, quand vous bouffez l'argent de l'État, vous ne remboursez pas, vos enfants vont rembourser. Si vos enfants ne remboursent pas, votre projet va rembourser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a toujours une chaîne pour rembourser. Donc, l'argent de l'État, il y a ce que nous appelons la reddition des comptes. Il n'y a rien à faire. Soit vous acceptez, rendre compte de votre gestion et vous êtes tranquille chez vous, à la maison. Mais si vous voulez, ne rendez pas compte de votre gestion et l'État va vous poursuivre. Parce que l'argent de l'État, ce n'est pas pour l'État. C'est le contribuable qui a donné l'argent là, qui a donné procuration à l'État pour dire à l'État, utilise mes ressources là pour faire face à cette dépense gouvernementale. Mais
On remet ça maintenant et des cadres de l'administration décident de réorienter ces ressources. Je pense que c'est des choses qu'il faut décourager et qu'il faut sanctionner avec la dernière rigueur. D'accord. C'est heureux d'entendre votre confidence de tout à l'heure. Ceux qui refusent de signer les États parce qu'ils ne sont pas allés en mission, ça veut dire que les efforts de lutte contre la corruption ne commencent pas à marcher. Absolument. Alors, je vous donne la parole, monsieur Adoukonou. Voilà, on a dit que ce sont des adultes qui le font et c'est un problème d'éthique au niveau de ceux-là. Est-ce qu'il faut dire que les parents de ces aînés-là ont failli dans leur éducation pour qu'ils ne soient pas des hommes intègres? Non, je pense que... Parce que quand M. Ristico dit que c'est dans le sang, le béninois là dans le sang, c'est fort. Bon, c'est fort, mais c'est au vu des constats qu'il tire cette conclusion. Mais je dois vous rappeler Jean-Jacques Rousseau, oui, qui dit que les hommes naissent égaux, mais que c'est la société qui les corrompt. Qui les corrompt, qui les transforme. Oui. Donc, nous devenons corrupteurs compte tenu de l'environnement même dans lequel nous nous retrouvons. Et il faut donc travailler à ce que cet environnement soit assaini. Vous savez, c'est un problème. Nous avons, lorsque nous disons il faut faire les réformes politiques, certains ne comprennent pas, ils pensent que c'est juste pour aller aux élections. Non. Vous savez, je prends par exemple les hommes politiques. Oui. Je connais quelqu'un par exemple qui a tendu à un député une ordonnance de 300 000 francs. Méritant au député une ordonnance de 300 000. Et ce n'est pas lui seul. Après lui, d'autres vont venir, d'autres vont venir. Le député à l'Assemblée nationale, il gagne combien pour satisfaire à toute cette doléance? Et comme il sait que ceux-là, c'est eux qui sont ses électeurs, il va parfois se plier en quatre pour le faire. Mais comment il se plie en quatre? Il ne peut se plier en quatre que en allant là où nous refusons d'aller. La corruption. La corruption. Lorsque pendant la campagne électorale, on est prêt à aller donner sa voix à celui qui a beaucoup plus distribué de l'argent, est-ce qu'on arrive à se demander, mais celui qui distribue l'argent là, il a trouvé où? Parce que c'est toute une chaîne. Et si nous voulons dire à ceux qui gèrent les acteurs politiques, puisque même dans l'administration publique dont nous parlons, c'est les politiques qui nomment les gens. Et ces gens, ce qu'on nomme, ont des contraintes vis-à-vis de ces politiques qui les placent. Donc c'est toute une chaîne. Si nous voulons éradiquer le mal, déjà, il faut qu'on commence par conscientiser la population elle-même pour dire que lorsque nous disons que nous voulons lutter contre la corruption, ne pensez pas au chef de l'État seul, ne pensez pas au ministre seul, ne pensez pas aux députés, mais pensez que vous-même, vous êtes un acteur déterminant dans le résultat final que nous recherchons à travers vos comportements. Parce que si on ne touche pas le mal à la base en conscientisant la société elle-même des dangers qu'il court en acceptant d'être corrompu lui-même, c'est qu'il est source de la corruption. On fait vous savez, lorsque on dit, bon, concours douane. Sur ce volet-là, je crois que les élections dernières ont montré que ce n'est pas forcément l'argent qu'il faut pour aller à l'Assemblée. Hein. Mais, vous savez, cette réforme qu'on a faite, mais c'est au prix du sang. Tout le débat qu'on a fait ici, il y a jusqu'à aujourd'hui les gens qui pensent que cette réforme-là, il faut laisser et retourner aux anciens tests. Vous êtes dans le pays, non? Parce que, justement, les anciens tests permettent de se faire élire député
parce qu'on a un parti dans un arrondissement, et de venir faire la surenchère à l'Assemblée nationale. Pour élire le bureau de l'Assemblée nationale, nous sommes tous dans le pays, même si ce n'est que des rumeurs, nous savons que c'est toute une guéguerre, et que la population apprend que tel député a été acheté à tel montant, et on alimente. Et lorsque la population entend tout ça là, la population même se dit que bon, s'il prend là-bas, il vient chez moi là, je vais prendre pour moi-même. Et ça devient une pratique normale qui ruine le pays. Donc, on ne peut pas... Mais ce qu'on a, la manière dont on a fait les choses maintenant, vous avez vu que lorsque le système politique est assaini, qu'il y a moins de corruption. Et que si on continue davantage d'en assainir, on finira par... Même si on ne peut pas éradiquer le mal, ça c'est normal. On l'aurait diminué. On vous aura compris. Alors, maintenant, les malversations, c'est vrai que vous dirigez une direction, vous êtes à la tête d'une direction, vous avez un budget à gérer et on ne gère pas bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'État devait faire selon vous pour un peu canaliser encore cette gestion? Est-ce qu'il faut peut-être un contrôle mensuel? Vous pouvez même faire un contrôle à l'heure, un contrôle à la seconde. Vraiment, je vous assure, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre tout en place. Et si l'individu n'est pas responsable de ses actes, il fera ça. C'est pour vous dire quoi? Quel que soit ce que nous disions aujourd'hui, où est-ce qu'il faut commencer par corriger le problème? Si ce sont les adultes qui le font, mais si on doit commencer par revoir la mentalité des enfants, ça fait bien des années avant que ça ne prenne. Alors, il faut commencer où? Oui, vous savez, il faut même revoir le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, les enfants nous suivent. Les enfants observent ce qui se passe. Des petits-enfants aujourd'hui peuvent vous dire, par A plus B, ce qui se passe dans le pays. Ils peuvent vous dire, celui-là, il a volé. J'ai entendu son nom. Vous voyez? Surtout avec les réseaux sociaux. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. La communication passe donc, très vite. C'est pour vous dire quoi? On a intérêt beaucoup plus à activer vraiment la mentalité des enfants. Dès maintenant. Parce que nous avons déjà hérité un pays, du moins, ça, c'est pas un environnement politique un peu bizarre. Aujourd'hui, les enfants sont là pour pouvoir prendre les défis de demain. Mais ces enfants-là, s'ils ne se préparent pas, et s'ils se donnent à l'impréparation sur le plan politique, nous allons assister toujours à la même chose. C'est vrai, nous sommes en train de faire l'effort d'assainir un peu notre environnement politique. Oui, c'est vrai, c'est bon. Vous savez, le gros problème que moi j'ai, c'est vrai, je ne suis pas un acteur politique, le gros problème que moi j'ai avec les acteurs politiques, c'est la transhumance, tout simplement. Parce que vous allez voir un individu A qui détruit les ressources publiques, et après... Le programme est désormais réglé. Oui, il est réglé. Après, je cours rapidement pour aller de l'autre côté parce que je le supporte, et puis j'ai alors une couverture, et c'est fini. Et ça, c'est monnaie courante. On vit ça au jour le jour que tu fais. Et dès qu'on ne te dit pas, si tu es dans tel bloc, tu dois rester là pendant combien de tel nombre de moments avant de quitter, mais il n'y a pas de contrainte. Le gars, il oscille, d'accord, au gré de la richesse, d'accord. Donc, c'est pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, certes, il nous faut des réformes politiques, mais il faut quand même, avant d'aller vers les réformes politiques, il faut d'abord revoir nos institutions. Ça, je mets l'accent là-dessus parce que si nous n'avons pas des institutions solides, des institutions fortes, des institutions transparentes, on ne pourra pas vraiment réduire la corruption. La corruption, c'est un mal qui gangrène tout le monde. Oui, cela a commencé. À l'Assemblée, nous avons seulement 2 groupes parlementaires. Oui, c'est important. C'est déjà pas mal comme réforme. Vous savez, pour le moment, nous ne voyons pas encore trop les premiers fruits des réformes politiques engagées par le gouvernement. Mais les années à venir, vous allez mieux comprendre. On va mieux comprendre nous tous, là où le président conduisait tout simplement ces réformes-là. C'est vrai que, bon, on peut lui dire qu'il ne communique pas autour de ces réformes, on ne comprend pas là où il va, tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la manière par laquelle on a eu à effectuer les campagnes, d'accord, des élections passées, par rapport aux élections antérieures, vous voyez qu'il y a une nette différence. Parfois, vous circulez, vous ne savez même pas du tout que les gens sont en campagne. Mais chacun a sa stratégie d'aborder sa population. Et travaille à fond. Et travaille à fond. Donc, c'est pour vous dire quoi? Vous voyez quand même que les réformes politiques ont conduit beaucoup de personnes à ne pas dépenser beaucoup d'argent. Encore que ces ressources-là étaient également un peu limitées. Donc, la réforme était venue encore les conforter dans leur position. Donc, l'un dans l'autre, il faut qu'il
d'abord, les acteurs politiques s'engagent pour la chose commune, pour dire, ça, nous sommes d'accord pour pouvoir diminuer ça. Sinon, on ne peut pas le faire. Je vous donne un autre exemple. Vous voyez par exemple, c'est pas un camion peut-être qui ramasse les poteaux électriques. Et on devrait normalement conduire l'individu quelque part. Après, il prend son téléphone, il appelle son patron, et son patron lui dit, mais comment tu vas conduire moi mon camion à la police? Vous imaginez à peu près ça. C'est ça qu'il faut refuser. Quand tu es responsable et que tu as un bien matériel qui cause un dégât, tu acceptes de faire face à tes responsabilités. Mais lorsque on commence par contourner, même vous prenez un Béninois aujourd'hui, on le tend une convocation, simple une convocation, qu'est-ce qu'il fait? Il ne commence pas à chercher celui qui est derrière la convocation, il ne commence pas à chercher le CB qui est sur le dossier, il ne commence pas à chercher à comprendre est-ce qu'il peut négocier avant même le jour même de l'écoute. Vous voyez, ça, c'est tout ça, c'est la corruption. Tout ça, c'est la corruption. Et puis là, on a oublié d'influencer sur l'opinion même de l'autre. Dans ce cas, c'est un peu compliqué. Vous voyez, nous autres, nous sommes beaucoup plus dans des positions où on est sur des missions d'audit, il faut vérifier. Et vous imaginez à peu près, si on doit pouvoir influencer sur notre opinion, là, on te tend la main. Quand tu acceptes, tu es obligé de tronquer la vérité des faits. Ce qui n'est pas bon parce qu'il faut dire la vérité pour être à l'aise. Le problème est réglé. Par rapport à ça, justement, ça fait partie de ce pourquoi on vous a choisi sur cette émission. Est-ce que c'est facile pour vous de fermer les yeux sur ces pots de vin qu'on vous tend? J'avoue que c'est pas facile, mais on s'y met. On s'y met. Parce que on a géré des missions où ça a créé des tollés dans les maisons. Ben bon, les gens voulaient négocier. Je leur dis, mais écoutez, il n'y a pas de négociation. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas influencer mon opinion. Moi, je suis libre dans mon opinion. Et vous êtes libre quand vous étiez en train de poser les actes. Et donc, moi, je suis libre d'exprimer mon opinion. Et donc, il n'y a pas de... C'est vrai que c'est un métier très dur. Très difficile. Vous voyez, quand on fait les audits, on publie les noms là. Vous pensez que c'est de guetter qu'on publie les noms de quelqu'un avec tous les risques possibles de se tromper sur ces noms-là et sur les montants affectés à ces individus-là. Donc, c'est un métier à haut risque. Donc, on n'a pas le choix, mais bon, on s'y plaît, on est dedans et on gère. Merci. Voilà. Il y a le temps qui presse, c'est vrai, pendant 60 minutes. C'est vrai, aujourd'hui, le résultat tend à se faire perceptible. Et non. Si on commence par l'éducation, déjà, les parents commencent à la maison. La première fois qu'on a volé un morceau de viande, maman a frappé pour dire ça ne te fait pas, c'est du vol. Déjà, à la maison, les parents commencent à travers l'éducation. Et à l'école aussi, il y a des leçons de morale et consorts. Mais avec ça, ça se vit. Mais maintenant, dites-nous, est-ce que en revoyant le système éducatif, pour renforcer cela, pensez-vous que quelque chose pourrait changer? Oui, évidemment, parce que c'est les hommes qui sont les acteurs de la corruption. Justement. Donc, en agissant sur leur conscience, ça peut changer l'homme d'abord. Et si l'homme même change, il posera des actes positifs. Mais je dis, il faut agir en amont et en aval. Parce que les sanctions, au fait, ça veut dire que ça punit juste l'acte. Maintenant, comment faire pour éviter d'en arriver là? C'est justement vous savez, on dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Justement. Puisque, en fait, lorsque nous parlons de la corruption, en fait, c'est un phénomène invisible, hein, parce que le corrupteur, le corrompu, c'est parce qu'ils sont d'accord que le processus, ça passe vite. Et c'est quand un contrôle éventuel arrive qu'on découvre le poteau rose. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on découvre, il faut punir. Parce que en punissant les uns et les autres, ceux qui veulent poser l'acte vont savoir qu'aujourd'hui je pose l'acte, personne ne me voit. Mais si éventuellement un contrôle survenait et qu'on me surprend, la sanction, elle est lourde. Oui. Vous avez parlé de solidarité dans les actes de corruption. Est-ce qu'au nom de cette solidarité-là aussi, personne ne veut dénoncer? Oui, c'est ça le dit. Donc, c'est pourquoi le contrôle a posteriori est nécessaire. Et donc, il faut aujourd'hui nécessairement instaurer la Cour des comptes parce que aujourd'hui, au niveau de la Cour suprême, nous avons une chambre des comptes, mais qui a combien de conseillers par rapport à la demande du pays. Maintenant,
comme on a fait pour la Cour constitutionnelle, en sortant de la Cour suprême, la Chambre constitutionnelle, vous avez vu aujourd'hui que la Cour constitutionnelle joue au mieux son rôle. Si aujourd'hui on fait l'effort de réviser la Constitution et sortir la Chambre des comptes de la Cour suprême, en fait une institution de l'État qui va avoir son personnel et aller faire le contrôle régulièrement, les gens vont avoir peur. Il y a des gens qui gèrent pendant 10 ans sans qu'aucun contrôleur n'arrive. Et celui-là, tout ce qu'il a fait, c'est passé en pète et profit. Donc, moi, je pense que on sensibilise en amont, mais en aval, on fait un effort de renforcer le système de contrôle et de punir lorsque les fautes sont avérées. Et je veux préciser que... Oui, maintenant, si vous étiez donné d'apprécier les luttes menées par le gouvernement actuel par rapport à ce qui se faisait, quel serait le tableau? Non, moi je pense qu'à mon niveau, c'est une satisfaction quasiment totale, hein, parce que nous voyons... Parce que si vous avez vu que, bon, quand on a commencé la lutte dans ce pays, les gens disent que la lutte, elle est sélective. Et si on ne tenait pas à l'engagement du chef de l'État, il serait même découragé. Mais à l'épreuve du temps, les gens ont compris que ce n'est pas une lutte sélective. Quand on a publié les audits, j'ai un ami, un homme politique qui m'a appelé, qui m'a dit que, ah, mais j'ai vu même des ténors de l'Union progressiste dans la liste, et j'ai vu des ténors républicaines. Et j'ai dit, mais tu t'attendais à quoi? Tu penses que quand vous êtes dans un parti qui soutient le chef de l'État, que c'est une fin en soi? C'est pas une fin en soi. Même si c'était le cas. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer et chacun à son niveau doit savoir que mon engagement politique, c'est d'abord pour me mettre au service du peuple. Il ne s'agit pas d'aller en politique pour se remplir les poches. Et la population doit comprendre cela pour savoir que l'homme politique n'est pas une banque qui est là. Et une fois qu'il vient pour dire « je fais la politique », il faut aller lui déverser tous les problèmes qu'on a. D'accord. Je finis en disant, oui, compte tenu de tout ce que j'entends, qu'un audit n'est pas une décision de justice. Et que l'auditeur n'est pas libre d'émettre des avis fantaisistes. Parce que un expert comptable, un commissaire aux comptes, appartient à un ordre qui a une déontologie du travail. Et si vous enfreignez à cette déontologie, il y a des règles disciplinaires au niveau de l'ordre, quitte à ce qu'on vous sort même de l'ordre. Donc, quand on dit c'est des audits, il faut que les gens évitent de dire ah, il n'y a pas eu le contradictoire, ah, on n'a pas... Non, l'auditeur est un professionnel qui fait son métier suivant des règles de l'art. Il dépose le rapport et maintenant, si le rapport est transmis à la justice, vous avez toujours l'occasion, si entre-temps vous n'avez pas été écouté, puisque je doute fort qu'un auditeur puisse mettre des avis sans même que les intéressés de toi écouter, je doute fort. Mais si même c'était le cas, que les gens prennent la patience pour aller se défendre devant la justice, au lieu de dire que, bon, qu'on n'a pas écouté les gens, qu'il n'y a pas eu de contradictoire, pour étouffer. D'accord, vous demandez alors que le processus aille et que les gens aillent répondre devant la justice. On vous aura compris. Maintenant, Monsieur Rustico, dites-nous, est-ce que en allant sur ce volet-là, est-ce que ça règle le problème? C'est vrai qu'on a dit que le problème ne peut pas être définitif. Maintenant, est-ce que juste punir, c'est ça la solution? Ou bien mieux, c'est vrai, punir, ça devait être la solution. Maintenant, ces cadres-là, pourquoi est-ce que c'est difficile pour eux de comprendre que en étant honnête, en faisant preuve d'orthodoxie financière, ça peut leur ouvrir une porte pour des opportunités au niveau sous-régional?
Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire cette lecture-là? Non, en fait, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas venus là pour servir les autres, ils sont venus là pour se servir. Et c'est ça la réalité. Parce que si vous êtes engagé pour servir les autres, vous ne pouvez pas alors détourner les ressources publiques. C'est aussi simple que ça. Donc, ces cadres-là ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien que c'est mauvais ce qu'ils font. Mais l'absence de sanctions par le passé a fait que ça fait asseoir, a donné même une fondation terrible à la chose. Mais aujourd'hui, on a commencé par sanctionner. Vous allez voir, ça va diminuer progressivement. On ne pourra pas tout éradiquer, naturellement, mais ça va diminuer considérablement parce qu'il y a beaucoup de consciences qui ont commencé par être touchées. Et lorsque la conscience humaine elle est touchée, vous comprenez avec moi que c'est un peu difficile aujourd'hui à quelqu'un de poser des actes où demain il va commencer par avoir son nom dans les rapports d'audit. Après demain, il va se pointer au niveau de la criette, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, chacun prend sa responsabilité. Il se dit, bon, attention, ça c'est une ressource de l'État. Je gère ça comme cela se doit normalement. Je dois pouvoir rendre compte de ma gestion, le problème est réglé. Donc, la conscience commence par être touchée progressivement. Donc, je pense que c'est un exercice que nous sommes en train de faire actuellement. Et il faut continuer avec le même exercice afin que la conscience soit définitivement touchée. Oui. Est-ce que l'enquête de moralité avant nomination ne pourrait pas être une alternative efficace? La réponse, en partie, oui. Mais en réalité, ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que vous pouvez faire des enquêtes de moralité sur moi, vous dire que je suis de bonne moralité, et puis bon, je suis un ange, mais demain je deviens un diable. Et donc, ça vous dire que ce n'est pas en fait un indicateur d'accord de mesure pour se rassurer que celui-là, par exemple, ne veut pas vraiment commettre des délits. Parce que l'environnement dans lequel il va se retrouver peut naturellement le transformer. Et parce qu'il n'était pas comme ça avant. Et vous allez voir même certaines personnes dont les noms sont cités, mais lui, il a osé faire ça, mais je ne le connais pas pour ça, hein, parce qu'il a vécu dans un environnement où c'est comme ça. Et s'il ne le faisait pas, on lui disait, mais toi, tu n'as rien compris. Ici, c'est comme ça, on fait. Et donc, c'est la règle, c'est la coutume et c'est la culture. Vous voyez un peu, quand c'est le cas, vous comprenez que vous pouvez être un ange aujourd'hui et demain vous devenez naturellement un diable rapidement. Donc, c'est ça en réalité. Dans l'enquête de moralité, ça c'est purement théorique, ça ne peut pas aller en profondeur, mais ça dit c'est dans la gestion même que vous voyez un peu les actes que les gens posent. Et voir également l'environnement dans lequel la personne travaille. Si tu travailles avec des corrompus, des corrupteurs, c'est normal que moi-même je devienne exactement comme eux. Oui, justement, comment savoir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des dénonciations en vue d'un changement de comportement? Oui, vous savez... parfois, il y a des numéros verts, mais personne ne nous appelle. Numéros verts. Vous voyez, mais ça ne vous étonne pas que quand nous parlons de corruption, c'est beaucoup plus dans le privé, dans le public que dans le privé. Le privé ne peut pas vivre ça comme ça facilement. C'est trop banal ça, pour vivre en public, en privé. En privé, je vous assure tout que l'individu en question, tu vas détourner l'argent de qui? L'argent du promoteur d'entreprise, facilement comme ça. Ça se fait, mais c'est très rare. Mais au niveau du public, c'est monnaie courante, c'est très régulier. Tout simplement parce que le dispositif qui est mis en place là, a permis cela. Mais au niveau du privé, on a sécurisé un tout petit peu, on a freiné considérablement. Tu peux glaner quelques billets, mais vraiment, vous allez même voir même les privés qui disent, bon, tu peux bouffer, mais tu ne pourras pas bouffer plus que moi. Mais au niveau du public, c'est le contraire. Ah, bouffe plus que moi. D'accord? Et donne-moi juste le petit. Donc, le peu va dans la caisse de l'État et la grosse part même là, il est normalement dans la poche des autres. C'est pas possible. Donc, c'est pour dire quoi? Quand vous voulez, on vous nomme à un poste de responsabilité, comprenez que vous êtes là pour servir les autres et non d'abord se servir. D'accord. Dernier tour de table, et ce sera en même temps votre mot de la fin à la suite. Selon vous, quel bilan on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut faire pour un changement de comportement? Le bilan, c'est un bilan assez satisfaisant sous le régime de la rupture. Nous ne disons pas que tout est rose et que c'est la rupture, c'est zéro faute, mais nous disons que la volonté politique, cette fois-ci, a quitté l'étape des mots pour être à l'étape des comportements. Et tout le monde aujourd'hui dans le pays est conscient que sous Patrice Talon, quand on vous prend, quelle que soit votre couleur politique, c'est que vous allez en répondre. C'est déjà un acquis. Je crois que le gouvernement s'attelle à le faire
Et je dois repréciser que, autant que cela est possible, il faut que nous procédons à la dématérialisation de la gestion de l'administration publique. Parce que la corruption vient du fait que le corrompu et le corrupteur sont dans la chaîne à tout moment. Si on peut aller à la dématérialisation autant que possible de l'administration publique, nous allons aussi en freiner le mal. Que les gens ne soient pas en contact avec l'argent. Avec l'argent. Que le client et l'acheteur ne se voient pas tout le temps. Que peut-être la plupart des procédures se fassent en ligne pour être sécurisées et que peut-être c'est les opérations de dernière minute qui soient là pour le contact physique. Autant que possible, il faut que le gouvernement travaille dans ce sens. Et je pense que le ministre de l'économie et des finances, à qui je décerne un satisfait au passage, parce que les indicateurs au plan international sont là, même si nous ne sommes pas d'accord, nous voyons, on ne peut pas dire que oui, la croissance a quitté 2,5 pour 6,8, personne ne peut dire que c'est faux. Donc, c'est un ministre qui est assez compétent, qui fait son travail, et je veux l'encourager qu'il continue pour que les finances publiques soient assainies autant que possible pour le bonheur de tout le peuple béninois. Merci, c'était vous, Antoine Adoukonou. Oui, je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'on peut retenir du bilan des efforts faits par le régime de la rupture et qu'est-ce qu'il faut faire pour un changement de comportement? Alors, je crois qu'il faut encourager le gouvernement actuel à continuer dans la même lancée, de gérer sans émotion, sans passion, d'accord, de gérer en suivant les règles, d'accord, d'orthodoxie financière. Et je pense qu'il faut également que ce gouvernement continue avec les réformes politiques, continue avec les réformes institutionnelles, décide également de rendre beaucoup plus professionnelle l'administration publique, d'accord, et aussi travailler sur la mentalité. Ne serait-ce que, par exemple, je ne sais pas trop, quelques heures de coaching pour les gens dans l'administration publique, ça ferait quand même quelque chose. Ça pourrait vraiment toucher leur niveau de responsabilité. J'ai l'impression que l'ignorance également les entraîne naturellement dans ces bavures-là et nous assistons vraiment à des déviances. Je crois que c'est important de le souligner. Par la grâce de Dieu, nous espérons que nous allons atteindre nos objectifs dans les délais et que le gouvernement puisse avoir le courage, surtout le chef de l'État puisse avoir le courage d'avancer sur cette même lancée-là et d'aller un peu plus loin, pour que les années à venir, pour qu'on puisse commencer par voir les premiers fruits alors de ces réformes-là. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire pour conclure. Allez, merci à vous. C'est vrai que le gouvernement de la rupture est appelé à continuer à aller plus loin dans les sanctions en vue d'un comportement en vue d'un changement de comportement et de travailler aussi, faire des réformes politiques pour qu'il y ait des institutions fortes et aussi procéder à la dématérialisation de la gestion de l'administration afin que les usagers et les travailleurs ne soient pas au contact de l'espèce sonnante et trébuchante. Ensuite, travailler la mentalité des Béninois. Et je crois que c'est ce qu'on peut retenir dans l'ensemble en vue d'un changement de comportement, en vue de la réduction de la corruption, qui est une bataille qui doit être quotidienne. Je vous remercie. Merci d'être sur ce plateau. Chers auditeurs, ce sera la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.